Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast de Gyms on the Move, le podcast qui parle de fitness et tout ce qui l'entoure. Alors la première donnée que je regarde souvent, c'est la fréquence cardiaque, parce que ça me permet de savoir si j'ai fait mon entraînement à l'allure souhaitée. Dans cet épisode, on va parler des data et de leurs avantages qui peuvent vous amener pour progresser dans votre sport. La technologie, elle est là pour faire avancer les choses. Et comment les données peuvent-elles nous faire progresser ? Quand on est amateur, avec 2-3 données, c'est amplement suffisant pour progresser. Et on en parle tout de suite dans le Gyms Van. La meilleure manière de découvrir nos invités, c'est sur leur machine de fitness préférée. Et aujourd'hui, on est sur le tapis de course avec Ridouane Benazous, qu'il faut également connaître comme marathonien. Son appareil de fitness préféré, évidemment, c'est le Tapis de course. Sa musique préférée lorsqu'il s'entraîne. Écouter des podcasts. Son repas post-workout préféré. Des petits Suisses avec du miel. Son sport de prédilection. La course à pied. Sa donnée préférée. La fréquence cardiaque. Et son sport en un seul mot. L'organisation. Alors avant de parler fitness, abonnez-vous à la chaîne et bien sûr cliquez sur la cloche pour ne rater aucun épisode. La saison 1 est déjà en ligne. Et bien sûr, abonnez-vous sur les réseaux sociaux. Salut Ridouane, j'espère que tu vas bien. Ouais, je vais bien. Salut. Voilà. Avant de commencer nos épisodes, on aime bien toujours un peu apprendre à connaître notre invité. Moi, j'aime bien savoir un peu ce que tu as fait la semaine passée. Qu'est-ce qui rythme ta semaine, qu'est-ce qui a rythmé ta semaine, et surtout comment tu arrives à gérer ta vie professionnelle, ta vie privée et aussi ton sport. D'accord. Alors, pour la semaine dernière, je me suis occupé de mon travail. Donc, je travaille de 9h à 17h. Ensuite, j'avais les enfants à la maison, ils étaient en congé. Donc j'ai 4 enfants et à côté de ça, bien sûr, je fais du sport. Et en fait, le sport, c'est le 3e pilier. C'est-à-dire qu'on fait du sport dès qu'il y a moyen, dès qu'on trouve du temps. Donc sur le temps de midi ou quand les enfants sont occupés ou quand ils ne sont pas occupés ou en soirée, voilà. C'est des amateurs professionnels, on appelle ça. C'est ceux qui s'entraînent comme des pros mais qui ont une autre vie à côté. Ouais, on peut dire ça. Moi, je préfère quand même amateur parce que là, avant de devenir pro, il faut encore beaucoup de temps. Mais moi, j'aime bien quand même ce terme. Au niveau sport, tu fais de l'ultramarathon. J'ai fait un 100 miles. C'était l'ultra trail des Grands Locs et Châteaux. Donc voilà, ça s'est bien passé. J'étais très content du classement, j'étais très content des sensations jusqu'au 120e kilomètre. À partir de là, est arrivée la nuit, il était 22h passées et j'ai senti tout doucement mon corps me lâcher. Donc ça s'est fait au mental et j'étais content de voir l'arrivée, honnêtement. Comment on arrive à faire un 160 km ? C'est des challenges. On commence, j'ai envie de dire, tout a commencé par un peu de course à pied de temps en temps. Et puis on commence à faire un 10 km, un semi, un marathon. Et puis est arrivée la période du Covid. Et là, toutes les courses étaient... on ne pouvait pas s'y inscrire tout simplement. Et avec un groupe d'amis, on a trouvé un site internet qui s'appelle extratrail.be. Et là, on a des parcours balisés dans les Hauts-de-Fagne. Et puis est arrivée une compétition qui s'appelle Holn-Spa-Holn, d'une 70aine de kilomètres. Et à la fin de cette course, je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment épuisé et que je me sentais bien et que c'était un challenge. Je me dis tiens, pourquoi pas aller plus loin, et j'ai cherché un 100 km, j'ai pas trouvé. Je me dis bon, quitte à y aller, autant aller faire un 100 miles. Et j'avais des amis en discutant avec d'autres amis, il y en a certains qui avaient essayé. Je dis tiens, ce serait un fameux challenge. Et donc je m'y suis inscrit. J'ai fait une préparation marathon, donc plus ou moins 100 km par semaine, et en remplacement des fractionnés courts, donc des 200-300 mètres, j'ai fait des côtes, et il y a des longues sorties. Au lieu de les faire sur du plat, j'essaie de trouver des côtes sur Bruxelles. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a la rue du Mystère, elle est très très connue. 11%, c'est pas mal, mais c'est vrai qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ouais. L'avenue de Tervuren aussi, ça monte pas mal. Il ne faut pas m'en parler. Après, à la fin des 20 km de Bruxelles, c'est jamais très agréable. Et je pense qu'il y a 40 000 personnes qui la connaissent chaque année. Je l'ai jamais faite en courant, mais je me demande vraiment ce que ça doit te donner à la fin de cette course-là. C'est que quand on la commence et on fait 1 ou 2 km sur l'avenue de Tervuren, c'est pas effroyable. Mais quand on a 17 km dans les pattes et qu'on essaie de faire un chrono, faut serrer les dents. Ouais, elle est traître. Oui.
Oui, on peut dire ça, les traîtres. Et donc au fur et à mesure, comme ça, tu explores un petit peu et puis tu te retrouves à faire plus de kilomètres. Voilà, je fais plus de kilomètres et puis arrive le 100 miles. C'était une belle expérience. Et arrivé donc au 120e kilomètre, c'était, si je me souviens bien, à 22 heures, le soleil se couchait. Et j'ai senti tout doucement mes jambes et mon corps, enfin j'étais épuisé. Et je l'ai fait au mental. Et ce qui m'a vraiment sauvé, c'est que comme ce sont les Hautes-Fagnes, j'avais déjà fait ce parcours-là, donc les 40 derniers kilomètres, via le parcours Extra Trail. Et donc je savais à quoi m'attendre. Et je connaissais, il y avait une montée près des cascades de Caux qui est impressionnante, et je l'ai faite de nuit avec ma frontale, et j'étais en chasse-patate, c'est-à-dire que j'étais entre le 9e et le 11e, mais le 9e avait 10 minutes d'avance sur moi et le 11e avait 40 minutes de retard sur moi. Donc je l'ai fait tout seul. Donc les 40 derniers kilomètres, je les ai fait seul, et j'étais très très heureux d'arriver. Un marathon en fait après les 120 km. Voilà, exactement. Je trouve ça exceptionnel. Enfin, je trouve ça dingue en fait. Pour le moment, moi j'ai jamais exploré beaucoup plus que des 10 km. Bon, je fais une autre discipline, donc c'est normal. Un peu plus explosif, 10 km. Quand tu te prépares à ça, et c'est justement le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, tu l'as dit plusieurs fois, tu es tout seul, mais en fait tu n'es pas réellement tout seul, tu as ta montre avec toi, tu as toutes ces informations. Quelles sont les données vraiment importantes à prendre en compte après expérience ? Honnêtement, la première donnée qui me vient à l'esprit, c'est vraiment la fréquence cardiaque, les BPM. Parce que quand on fait une longue distance, il faut vraiment être en zone 2, en endurance fondamentale, et j'avais déjà prédéfini quelle était la zone dans laquelle, donc les fréquences, la tranche de fréquence cardiaque dans laquelle je devais me retrouver. Et je fais attention parce que le cardio monte très vite en montée. Donc il s'agit de pas courir, et des fois même marcher, ou des fois même s'arrêter de temps en temps en montée. Donc parce qu'à partir du moment où on passe cette zone, on arrive dans un stade où on s'épuise beaucoup plus facilement. Alors que là, on est censé durer. On a vraiment grosse baisse d'énergie en fait après, dès qu'on sort de cette zone 2 entre guillemets. Ouais. Et on risque d'abandonner, parce qu'à un moment, quand le corps a été épuisé, toute l'énergie à gauche, à droite, il n'y a plus rien, quoi. Donc, donc vraiment, la fréquence cardiaque, ça c'est la première chose que je regardais. Et d'ailleurs, justement, est-ce qu'il n'y a pas un peu une dérive de ces données, d'en avoir trop ? Je pense que tu as une histoire à raconter par rapport à ça, mais moi de l'extérieur, je suis pas coureur, mais je sais très bien que les coureurs aiment bien partager sur les réseaux sociaux, quand ils ont été courir, évidemment, la petite map Strava. Est-ce que ça bouffe pas un peu les coureurs, ce genre de choses, et c'est quoi ton approche par rapport à ça ? Moi, ça fait peut-être presque 10 ans que je suis sur Strava, et il y a 2 ans... J'en avais tellement marre d'être 3, 4, 5 fois, 6 fois par jour sur cette application. Et je me dis, mais en fait, 1, c'est chronophage. 2, c'est contre-productif. Je suis tout le temps occupé à regarder telle ou telle information. Je dis, mais pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là ? Et donc, j'avais décidé, une année, de me déconnecter de Strava. Et ça m'a fait du bien. Au bout de quelques semaines, je me suis rendu compte que on pouvait vivre sans ça. J'avais toujours quelques informations me concernant sur ma montre. Je m'assurais que j'avais fait la distance que je devais faire pour faire mon entraînement correctement. Mais c'est tout. Et ça m'a fait du bien. À côté de ça, j'ai quand même vu que je perdais un peu le contact avec certains amis, parce que je fais partie d'un club de sport, d'athlétisme, donc je cours avec d'autres amis, et eux font d'autres prestations, d'autres courses dont je ne suis pas toujours au courant. Je les croise 1 ou 2 fois par semaine, et en fait, il s'avère que des fois, eux couraient et je n'étais pas au courant, je ne pouvais pas les féliciter, je ne pouvais pas savoir comment s'était passé leur entraînement. C'est un réseau social qui permet d'être en contact avec des gens. Je veux dire, justement, c'est pas juste une nappe de données de la course à pied, c'est même plutôt l'inverse. C'est un réseau social de coureurs. De coureurs, de triathlètes. C'est vraiment un réseau social. Et ton retour s'est passé comment sur l'application ? Parce que tu es revenu dessus, finalement. J'étais quand même très content. Ça fait du bien. Oui, parce que j'ai retrouvé... c'est dingue, hein, mais les gens qui ont créé cette application, ils voulaient en faire un vestiaire. Les 2 Américains qui ont lancé l'appli, mais c'était vraiment ça, quoi. Je retrouvais les gars avec qui je courais. T'abordes un peu différemment depuis que t'es revenu dessus, ce réseau social, on va dire. Oui et non. Ou alors t'es revenu avant et tu te dis, t'as accepté. Je regarde quand même, je suis quand même occupé à regarder de temps en temps certaines données, mais maintenant j'arrive à prendre du recul, ou quand je vois que j'ai regardé 2 fois dans la journée, je dis ok, bon, c'est bon, à demain, quoi.
Comme dans chaque épisode, on écoute la question d'un gymster et on tente d'y répondre ensemble. Qu'est-ce qu'il faut exactement regarder sur une montre et qu'est-ce qui est important à avoir aussi sur une montre? Quelles sont les données importantes également? Alors Ridwan, on a entendu la question des gymsters. Selon toi, quelles sont les données qu'on peut utiliser et surtout comment les analyser, principalement sur Strava? Alors la première donnée que je regarde souvent, c'est la fréquence cardiaque, parce que ça me permet de savoir si j'ai fait mon entraînement à l'allure souhaitée. Quand c'est de l'endurance fondamentale, il faut rester dans une certaine zone. Donc c'est vraiment très important pour travailler les bonnes allures. Et tu essayes de comparer par rapport aux courses précédentes? Ouais, et surtout aux prévisions de course, quoi. En tout cas, pour la fréquence cardiaque, je connais mes fréquences cardiaques, et donc je me dis tiens, pour telle course, ma fréquence cardiaque n'est pas montée jusque là où, jusqu'à ma fréquence cardiaque maximum. Ça veut dire peut-être que j'ai pas été aussi fort que j'aurais souhaité, ou j'étais tout simplement fatigué, donc mon cœur ne pouvait pas monter aussi haut que je le souhaitais. Et donc tu nous parlais beaucoup de la fréquence max, mais il y a une autre donnée qui est beaucoup utilisée, on en entend beaucoup parler, et c'est la VO2 max. On l'a un petit peu effleuré. Toi tu l'utilises pas apparemment, ou juste pas beaucoup. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu? Qu'est-ce que c'est? La VO2 max, comment je pourrais moi l'utiliser par exemple? La VO2 max, en fait, c'est la quantité maximale d'oxygène que le corps peut consommer. C'est vraiment un titre indicatif. C'est au bout de quelques mois d'entraînement, tu peux voir ta VO2 max qui augmente, mais en soi, c'est pas une donnée que tu vas utiliser tous les jours à l'entraînement. Donc, je l'utilise très peu et je pense que je la regarde une fois par mois. Si toi, tu peux l'utiliser, tu regardes quand tu commences ton entraînement, je sais pas moi, le 1er janvier, et tu regardes au bout de quelques semaines d'entraînement, ou peut-être quelques mois, et tu vois un peu où est-ce que tu en es, quoi. Si elle évolue, si elle augmente, c'est que ta VO2 max augmente, et donc tu es peut-être en meilleure forme. Si c'est l'inverse, ça veut dire que tu t'entraînes peut-être moins, pas correctement, ou il y a quelque chose qui ne va pas, mais honnêtement, c'est pas une donnée qu'on va aller consulter tous les jours. Et d'ailleurs, si elle change tous les jours, c'est qu'il y a un problème sur la montre. Sur la montre. Sur la montre. C'est pas possible. Ouais. Et le but, c'est qu'elle monte le plus haut possible, cette VO2 max. Ouais. Un marathonien, comme toi par exemple, ça a une VO2 max de combien? Écoute, c'est peut-être pour ça aussi que je n'aime pas trop cette donnée, mais donc ça fait 17 ans que je fais des marathons. Ma VO2 max était de 62-63 quand j'ai commencé. Et à l'heure actuelle, elle est de 57-58. Mais avec les années, mon temps au marathon n'a fait que descendre. Donc ma VO2 max diminue, mais mon temps, je m'améliore de chaque année au niveau de mes ton chronos. Marathon, ouais. Donc ça veut dire que tu as amélioré d'autres choses peut-être? Oui, l'économie de course, etc. Donc, mais c'est pour en revenir à cette VO2 max, c'est vraiment un titre indicatif. Pour revenir un petit peu en arrière, reparler de Strava parce que c'est intéressant. Avec une vision, ton expérience, etc., est-ce que tu ne trouves pas également que ça peut empêcher le développement de certains athlètes, soit chez les jeunes, parce qu'ils sont trop focalisés? Toi, tu parlais d'encourager. Ouais. Mais la plupart du temps, c'est pas toujours comme ça. C'est pas forcément vu dans cette vision-là de se renseigner sur ses partenaires. Et peut-être que des fois, c'est plus, ou vouloir faire mieux, ou vouloir faire des choses différentes. Est-ce que ça peut empêcher le développement des athlètes? Comme tu l'expliques, oui, ça empêche. Parce qu'à la base, quand on fait du sport, on le fait d'abord pour sa santé et pour soi-même. On n'est pas amené trop à se comparer. C'est pas l'idée que je me fais du sport. À côté de ça, j'imagine bien, et je l'entends bien, et je le lis bien, ou quand je vois ça sur des capsules YouTube, je vois bien que certaines personnes, c'est vraiment une dérive, vont regarder, tiens, il a fait autant de kilomètres, moi je vais aller courir autant. Ça commence comme ça. Des fois, ça peut, j'ai envie de dire, ça peut être très intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Casquette Verte. Je connais la personne. Voilà. Cette personne, elle a commencé à faire du sport simplement parce que son collègue qui était un peu fat, et il faisait autant de kilomètres, et lui il terminait son école supérieure, et il dit mais c'est pas possible, moi, comment ça se fait que moi je suis pas capable et tout. Et donc c'est en se comparant à quelqu'un qu'il s'est lancé là-dedans. Mais bon, ça c'est une exception. Quand on lit des articles sur le net ou ailleurs, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire plus que les autres, et donc ça pousse à la blessure, ou
je trouve qu'il y a un côté malsain et c'est pas la vie ou la sensation que je partage, mais en tout cas je sais que ça existe et ça existe énormément, et je pense même que c'est contre-productif, parce que si c'est ça le leitmotiv pour pouvoir faire du sport, je pense qu'on s'est trompé. Tu penses pas que ça peut des fois chez les sportifs amateurs devenir une problématique? Par exemple, moi en tant que sportif de haut niveau, on va dire, je sais que quasiment tout ce que je fais doit être contrôlé. Donc dans mes entraînements, pour le temps que j'ai à accorder aux entraînements, on a des GPS qui mesurent toutes nos vitesses d'entraînement, de course, etc. On a des minima à atteindre à chaque fois, obligatoirement. Sinon, on sait qu'on va être contre-performant. Donc on est vraiment dans l'optimisation de toutes les données possibles. Et encore, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, sans parler de nutrition, etc. Mais là, je parle de la course. Ouais. Pourtant, moi, quand je vais courir, je cours avec une simple montre parce que je fais confiance à ce que j'ai là et ce qu'on m'a dit de faire. Ouais. Est-ce que des fois, on n'est pas un peu dans les deux extrêmes? De plus en plus de sports collectifs demandent aux jeunes, à partir du moment où ils ont 12-13 ans, quand les compétitions, les entraînements sont finis, de s'inscrire sur Strava, et l'entraîneur vérifie s'ils continuent à faire leur course à pied, autant de kilomètres par semaine. Ouais. En vrai, je comprends, j'imagine bien, parce que dans le rugby, nous aussi, on a les données d'après-entraînement avec toutes les datas de tout le monde. Ouais. Et tu regardes celles des autres, tu veux voir qui a couru le plus vite, plus longtemps, le plus de kilomètres. Ouais. Mais là, c'est surtout donc, les entraîneurs. Mais là, c'est juste entre nous. Mais donc, j'imagine quand c'est au monde entier avec Strava et que c'est demandé aux jeunes, etc. Oui, mais je trouve que ça s'est développé. J'ai des enfants et il y en a un qui joue au foot. Et très tôt, on leur a commencé à leur demander de courir avec un téléphone ou avec une montre connectée pour s'assurer que pour la pré-saison, ils soient déjà prêts. Donc, même pendant les vacances, on leur demande de courir. Même chez les jeunes, c'est pas normal. Mais bon. Voilà. Donc ça se développe aussi à ce niveau-là. Alors maintenant, si on peut faire un petit résumé de tout ce qu'on a dit, quels seraient tes conseils, tes 3 meilleurs conseils aux personnes qui veulent justement apprendre à gérer leurs données de course à pied? Je sais que tu m'as beaucoup parlé de la fréquence cardiaque, donc c'est apprendre à analyser un peu les zones dans lesquelles on va courir et les zones qu'on veut atteindre. Est-ce qu'il y en aurait 2 autres que tu peux me donner? Donc la fréquence cardiaque, ensuite lorsqu'on fait du trail et on veut savoir un peu qu'est-ce qu'on fait, c'est le D+, le dénivelé positif. Vraiment, c'est important pour savoir est-ce qu'on travaille comme il le faut pour se préparer à une compétition, ou souvent la première chose qu'on annonce dans une compétition de trail, par exemple, c'est autant de D+. Ça. Ok, et une dernière information à mesurer avec la montre, pour dernière donnée. Pour les compétitions, vraiment, je prends l'exemple du marathon, parce que j'en ai fait un il y a quelques mois encore, c'est respecter l'allure qui a été préparée à l'entraînement. Vraiment respecter l'allure, sinon on risque de se prendre le mur. Donc l'allure, je prends mon exemple en marathon de Valence. J'avais décidé de courir en 3,54 au kilomètre. Et j'ai tout fait pour la respecter. Ça s'est bien passé jusqu'au 33e pour d'autres raisons, mais bon, j'ai ralenti un petit peu, mais honnêtement, je me sentais très bien dès les premiers kilomètres. J'aurais pu courir en 3,50 ou 3,45, mais il faut absolument respecter l'allure, parce que la vérité arrive un peu plus tard, à partir du 30e kilomètre, donc respecter l'allure. Petite réaction, parce qu'on a fait un sondage sur les réseaux sociaux et 70% de nos gymseurs possèdent une montre connectée et seulement 48% d'entre eux ne comprennent pas l'utilisation des données, ou en tout cas n'interprètent pas ces données correctement. Est-ce que ça te surprend? Non, absolument pas. Honnêtement, quand je vois les montres, on arrivait à une technologie qui est telle qu'on a énormément de données. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a peut-être 2-3 données qui sont vraiment importantes, en tout cas pour la course à pied. Quand on est amateur, pour les professionnels, c'est encore autre chose. Mais c'est amplement suffisant. Mais maintenant, toutes les montres, même les montres de base, avec c'est vrai que même les Apple Watch, je crois, ont le cardio, c'est possible? Oui, ils l'ont. Après, je vais donner mon exemple. Moi, j'ai une Garmin. J'ai un capteur de fréquence cardiaque et elle me donne énormément de choses. Et même si je prends une montre Garmin avec un capteur de fréquence cardiaque de base, j'ai énormément de données. La technologie a tellement évolué que il est très très difficile de se retrouver avec juste quelques données, juste avec l'heure. Tiens, d'ailleurs, on oublie que ces montres à la base, c'est pour donner l'heure. Et donc on a tellement de choses on nous propose tellement de choses sur c'est des bijoux, des bijoux technologiques que je comprends que les gymsters soient un peu perdus ou qu'ils n'utilisent pas tout ça. Merci Ridwan d'avoir fait le tour de l'importance des data pour gérer sa progression ainsi que les dérives des applications.
On se tourne maintenant vers les gymseurs pour le myth or fact. On va tester leurs connaissances. Est-ce qu'ils sont capables de faire la différence, mythe ou réalité? Bonjour, alors mythe ou réalité, plus on a de données de tracker, comme une montre par exemple, plus on est performant. Ah, mais mythe, ça veut rien dire du tout. C'est bien possible. Moi, je ne l'utilise pas personnellement. Mais la technologie, elle est là pour faire avancer les choses. Réalité. Moi, ça m'aide énormément à savoir le temps que je mets à la salle, le nombre de calories et surtout au niveau du battement de mon cœur, qui me permet de vraiment bien contrôler mon corps, mon intensité et par rapport à mes objectifs. En fait, moi, je l'utilise, évidemment, je ne l'ai pas aujourd'hui, mais je l'utilise juste pour contrôler mes calories, pour contrôler mon rythme cardiaque. C'est surtout ça, en fait, qui est important, enfin, à mes yeux. On a donc entendu l'avis des gymseurs, Ridwan, mais qu'en penses-tu réellement? Plus on a de données, plus on peut progresser rapidement. Non, quand on est amateur, avec 2-3 données, c'est amplement suffisant pour progresser. Il faut laisser toutes ces données et toutes ces informations aux professionnels qui, eux, peuvent vraiment les utiliser et peuvent performer. Mais en tant qu'amateur, honnêtement, avec 2-3 informations, on est déjà très bien. Plus de données, c'est plus de bruit. Et je pense que juste une donnée qu'on maîtrise bien et où on peut vraiment voir l'influence de l'entraînement dessus, c'est suffisant. Amplement suffisant. Merci Ridwan pour cet épisode. Et avant de le clôturer, j'ai une question que je pose à tous les invités. Est-ce que tu as quelque chose qui te motive, un mantra, une chanson, quelque chose qui te donne envie de te dépasser tous les jours? Peut-être pas un mantra, mais en tout cas, je pense à chaque fois que lorsque je cours, j'ai la chance d'avoir la santé. Et par rapport à d'autres qui ont des soucis quelconques, en tout cas des soucis de santé, je trouve que je suis un privilégié. Donc je remercie Dieu parce que je suis croyant. Donc, et le fait d'avoir cette santé, ça m'apporte... je me rends compte à quel point je suis un privilégié. C'est la fin de cet épisode et on se retrouve dans un peu moins d'un mois pour un nouvel épisode où on parlera de la gestion du stress avant la compétition et comment passer à l'action. La base, avant tout, comme dans toute discipline, c'est des compétences physiques, c'est des compétences techniques. On peut être très fort mentalement, si j'ai pas les compétences techniques et l'entraînement et la préparation physique, etc., je vais être nul. Comment se préparer avant une performance et d'éviter d'être trop stressé? Pour moi, la meilleure antidote en fait du stress, c'est passer à l'action. C'est faire quelque chose. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et bien sûr de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucun épisode. La saison 1 est déjà en ligne avec 8 épisodes, je suis sûr que vous trouvez votre bonheur. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner aux réseaux sociaux. À bientôt.